Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble et on va voir qu'est-ce que le business model Canva. Donc à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'il est établi, comment il fonctionne et qu'est-ce que c'est. Le business Canva en fait, c'est tout simplement un business model, enfin une sorte de business plan, d'éléments qui va pouvoir vous établir rapidement la situation économique d'une entreprise lors de sa création et aussi une entreprise qui est en activité aujourd'hui. Donc voilà, c'est plus, je dirais, un schéma qui permet d'établir réellement la santé et la situation économique d'une société. Donc pour le business model Canva, il va falloir se poser, je dirais, 9 questions principales, ou en tout cas avoir 9 éléments principaux en sa possession pour pouvoir établir la situation, la santé économique d'une structure. Le premier élément, ça va être la proposition de valeur. Donc quelle est réellement la valeur ajoutée de vos produits, prestations ou services sur le marché pour se démarquer de la concurrence. Le deuxième élément, ça va être la segmentation des clients. Donc vous allez pouvoir cibler vos clients, donc voir si justement vos clients c'est un client unique ou s'il s'agit de plusieurs clients potentiels, donc créer plusieurs personas par rapport à ça. Et par client, lors de la segmentation, il va falloir établir là aussi un business model Canva pour pouvoir au mieux s'adresser à eux, notamment par les canaux de distribution, mais surtout la relation client qu'on va voir juste après. Donc c'est vraiment important de comprendre qui est notre client type et comment s'adresser à ce client type pour pouvoir attiser sa curiosité et créer éventuellement une relation de confiance pour aboutir à une vente ou une adhésion à ces produits, ces services. Ensuite, on aura le numéro 3 qui va être tout simplement les canaux de distribution. Donc, dans quelle mesure on va pouvoir distribuer nos produits? Est-ce qu'on aura un seul canal de distribution? Est-ce qu'on en aura plusieurs? Est-ce qu'on va adopter une stratégie plus intensive de distribution avec justement beaucoup de canaux de distribution, ou plutôt une stratégie, je dirais, plus calme avec un seul canal de distribution et avancer progressivement en ce sens. Donc ça, c'est plus notamment pour le début des activités et puis ensuite, lorsqu'on va développer ses activités, développer son chiffre d'affaires, développer également son marché et le potentiel marché que l'on va pouvoir prendre, on va effectivement avoir recours à plusieurs canaux de distribution. En général, c'est comme ça que ça se passe, même dans le milieu du digital. Ensuite, on aura la relation client. Donc, quels sont les vecteurs de communication? Quels sont les moyens qui vous permettent de communiquer avec vos clients? Quelles sont les stratégies qui vous permettent d'augmenter le taux de confiance et le taux de satisfaction de chacun de vos clients, aussi bien entendu de vos prospects, donc clients potentiels, que l'on va pouvoir convertir et comment est-ce que l'on aboutit à de l'acquisition client jusqu'à l'étape de la conversion client. Donc ça, c'est extrêmement important, enfin, acquisition prospect pour conversion client. Ça, c'est important et je pense qu'en tout cas, moi, dans ma structure, personnellement, c'est l'un des points, la relation client, que je prends le plus au sérieux personnellement avec aussi les sources de revenus. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que vous allez réellement gagner de l'argent à part la source de revenus directe qui est donc la vente de votre produit ou votre service. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, notamment Léo, mon associé, donc sur sa chaîne, parle souvent de front-end et de back-end. C'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que dans la phase visible de la chose, vous allez voir une structure, quelle qu'elle soit, qui vend des produits ou des services, peu importe. Maintenant, ça c'est intéressant. C'est le business model de base, mais ce que vous ne savez pas, donc ça c'est le front-end, c'est ce que l'on voit tous, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a dans le back-end, c'est ce qu'il y a à l'envers du décor, c'est ce qu'il y a dans les coulisses. Donc dans les coulisses d'une entreprise, on va dire dans le garde-manger entre guillemets, le garde-meuble, ce qu'on ne voit pas, la pièce que personne ne voit, mais dans le cadre d'une société plus digitalisée, ça va être plus l'aspect ce qui se passe dans la base de données, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on va mettre en place et optimiser la long-term value de chacun de nos clients. Ça, c'est extrêmement important, vraiment, 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 vraiment à comprendre et à mettre en place, quel que soit votre business. Quel que soit votre business. Franchement, c'est le point, je pense, le plus important en termes finance et économique que j'ai appris au cours de ces derniers mois ou années en gérant une entreprise, enfin en gérant plusieurs entreprises même, mais notamment une entreprise digitale, c'est la long-term value. Ensuite, l'activité principale. Donc, quelle est clairement votre activité principale et dans quelle mesure on apporte votre valeur ajoutée, on peut la reconnaître et on peut la mettre en avant. Donc maintenant, c'est vrai que si vous êtes spécialiste de tout, ça va être compliqué. D'accord? En général, on va plus dire qu'on est généraliste plutôt que dire qu'on est spécialiste de tout. Par contre, dans le cadre d'une activité principale, ce qui est extrêmement important et intéressant à exploiter, c'est d'être vraiment un expert dans son domaine, être reconnu comme tel et pouvoir monétiser et commercialiser, marketer là autour et utiliser ce vecteur de communication pour acquérir de nouveaux clients et pourquoi pas, bien entendu, ensuite les push vers, les pousser vers une autre
parcelle, une autre sphère, facette de votre activité vers des activités secondaires, toujours peut-être dans cette même structure juridique, toujours avec les mêmes statuts et justement en exploitant ce fameux back-end avec justement les sources de revenus. Maintenant, les ressources clés. Quelles vont être clairement les ressources humaines, les ressources financières, les ressources techniques, les ressources je dirais plus même des fois géographiques, logistiques, qu'il va falloir mobiliser pour pouvoir mettre à bien votre activité, pour pouvoir établir votre activité et pour pouvoir produire continuellement vos produits, vos services, les vendre, les délivrer, les distribuer, etc., etc. Donc ça, c'est important et ça va pouvoir toujours mettre en place ce calcul de la situation économique d'une entreprise, qu'elle soit très jeune, qu'elle vienne d'être lancée ou alors qu'elle soit déjà établie. Ensuite, les partenaires, les collaborations clés. Il va falloir identifier quels sont clairement les partenaires, les collaborations que vous voulez faire, que vous faites et que vous avez probablement fait. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que de chaque partenariat ou collaboration découlent des opportunités, mais aussi des fois découlent des inconvénients ou même des avantages qui peuvent totalement changer la donne. Ne serait-ce des fois qu'un partenariat. Ça, on l'a vu par exemple pour ceux qui suivent un petit peu les crypto-monnaies. On a vu certaines rumeurs de temps en temps, telle crypto-monnaie, telle société, tel ceci, tel cela, est en partenariat avec telle technologie ou telle entité, telle structure. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu une hausse des prix, énormément d'investisseurs et d'acheteurs particuliers ou en tout cas peu informés qui se sont rués vers tel ou tel actif et du coup c'est clair qu'il y a une augmentation de valeur. Là c'est un petit peu pareil, sauf que c'est dans le cadre d'une situation, je dirais, financière et ça va vous permettre d'établir intelligemment et de manière raisonnée, de manière rationnelle, quelles sont les possibilités et quelles sont les probabilités ou non de cette société, de cette entité d'évoluer dans un sens positif ou dans un sens moins positif. Maintenant, il y aura, je dirais, le plus important aussi dans le cadre d'une situation économique, la structure des coûts. D'accord? Comment sont gérés les coûts? Pourquoi est-ce qu'ils sont présents? Sont-ils réellement utiles? Et comment est-ce qu'on va pouvoir les rentabiliser à court, moyen et long terme? Il y a des coûts effectivement qu'on ne va pas pouvoir rentabiliser à court terme. Il y a des sociétés, de très grosses sociétés, peut-être que vous les connaissez toutes. Je ne vais pas en citer pour éviter de me faire lyncher ou avoir des soucis ou quoi que ce soit. Mais il y a des sociétés qu'on utilise même tous les jours qui sont déficitaires et ça depuis des années. Mais ça a été au préalable déjà établi. Ça a été réfléchi par les institutions qui ont fondé ces sociétés, par les différents actionnaires de ces sociétés. Ils savent que dans une durée de 2 ans, 3 ans, 5 ans, même des fois 10 ans ou plus, ils sont déficitaires. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave parce que c'est établi. Donc ce n'est pas grave, c'est clair que si ils sont bénéficiaires d'un coup parce que si ou parce que ça ou parce que le marché a fait que, ils ne vont pas être déçus. Bien au contraire, c'est une évidence. Mais ça a été au préalable déjà établi, déjà pensé, déjà réfléchi et déjà anticipé. Donc il faut savoir que la structure des coûts vraiment est essentielle. Ne surembauchez pas, mais aussi minimisez pas les coûts qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup d'argent, notamment à travers des fois le marketing. Nous, par exemple, dans le cadre de GLC Agency, l'agence, on a certains clients qui des fois sont au départ réticents, enfin certains prospects sont au départ réticents à l'idée peut-être de mettre en place une stratégie d'acquisition et de conversion, notamment avec du marketing digital, et de dépenser plusieurs milliers de francs ou d'euros pour mettre en place cette structure et ensuite devoir en plus financer effectivement les campagnes publicitaires. Seulement, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que en posant peut-être 1000, 2000 ou même 5000 euros sur la table, ils vont pouvoir gagner 1, 2, 3, 5, 10 ou même 50 fois plus. Et ça, ils le voient au fur et à mesure du temps, ne serait-ce qu'avec notre track record ou ne serait-ce qu'avec des clients qui ont déjà souscrit ou même avec eux sur le long terme au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois ou même des fois encore plus rapidement. Donc ça, c'est important et on constate ça au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des rendez-vous que l'on a clients et des feedbacks de ces derniers, bien entendu. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir ensuite quelle est en fait la vision et comment on perçoit la structure des coûts et pourquoi est-ce qu'on les met en place. Donc si vous comprenez ça, des fois on se rend compte que ne serait-ce que dans des frais bancaires qui représentent peut-être 2-3% du chiffre d'affaires, on pourrait avoir l'équivalent de 2, 3, 5 ou 10 salariés en plus, ne serait-ce qu'avec ces petits frais. Donc c'est extrêmement important. Donc voilà. Rapidement, je fais un petit topo. 1. La proposition de valeur. 2. La segmentation des clients. 3. Les canaux de distribution. 4. La relation client. 5. Les sources de revenus. 6. L'activité principale. 7. La ressource clé. 8. Les partenaires clés. Et 9. La structure des coûts. C'est vraiment les 9 éléments essentiels à prendre en compte pour mettre en place le business model quand va établir la situation économique d'une société que vous créez, que vous allez créer ou qui est déjà bien mise en place.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a permis de répondre à certaines de vos questions. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention, c'était Alec de GLC Agency et à très bientôt.